Je vous remercie de m'avoir joint sur votre heure du dîner. Merci. Bon, alors, je pense que je vais commencer. Comme j'ai mentionné, merci beaucoup de vous joindre à moi durant votre heure de dîner. C'est très apprécié. Alors, aujourd'hui, l'atelier portera sur la violence familiale et le droit du logement. Alors, la GFO. La GFO, ça veut dire l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Puis la GFO, c'est une organisation, une communauté juridique, un centre d'expertise en français qui œuvre depuis 1981. Nous avons plus de 1000 membres, donc la GFO est le plus grand le regroupement de professionnels francophones de la justice en Ontario. Toute personne qui partage la vision de la GFO et qui veut appuyer sa mission peut devenir membre, qu'elle soit avocate, juge, traductrice, intervenant communautaire, professeur, étudiant en droit ou même membre du grand public. Notre mandat, c'est celui que vous voyez à l'écran, 2 langues officielles, une justice égale. Et notre mission, c'est de faciliter l'accès égal à la justice en français pour tous et partout en Ontario. Mon nom, c'est Nathalie Bouchard. Je suis avocate et responsable des projets à la GFO. J'aimerais premièrement remercier le ministère à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario pour leur appui financier avec ce projet. Alors, comment allons-nous procéder aujourd'hui? Vous avez sûrement remarqué qu'on est en format webinaire aujourd'hui. La fonction Q&R et également la fonction chat est activée pour vous. Alors, vous devriez être capable de poser vos questions dans le Q&R et aussi dans le chat. Puis, le chat devrait être disponible pour tous. Donc, vous pouvez, quand vous envoyez un chat, vous pouvez soit choisir d'envoyer le chat à hôtes et panélistes ou à tout le monde. Et aussi, il devrait y avoir une option de demander d'allumer votre micro si jamais que vous avez une intervention que vous désirez faire à l'oral. Pour les exercices aujourd'hui, on va utiliser l'application Slido. Donc, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec ça, mais c'est une application que vous pouvez utiliser soit à travers votre ordinateur ou à travers de votre téléphone intelligent. Alors, pour joindre le Slido, ça va être une diapositive séparée. Il va y avoir un code QR que vous allez pouvoir utiliser votre fonction photo de votre téléphone pour rejoindre le Slido. Puis, il y a aussi la possibilité de le faire en ligne, puis d'utiliser notre code. Mais vous allez voir ça dans quelques diapositives. Un rappel que la présentation aujourd'hui est enregistrée, puis qu'elle va être téléversée sur notre site web par la suite, www.agfo.ca. Alors, ne vous en faites pas. Si jamais vous manquez quelque chose, vous allez toujours pouvoir aller retourner sur notre site pour aller regarder la présentation. Alors, si on pourrait faire peut-être un petit tour de table virtuel, je vous invite à utiliser la fonction chat, puis envoyer un message à tout le monde dans l'atelier afin de vous présenter. Puis ensuite, on fera un petit test un peu plus formel à travers de l'application Slido pour voir si ça fonctionne, mais je vous invite à envoyer votre message en chat pour vous présenter. Alors, voici la diapositive pour rejoindre le Slido. Alors, vous avez simplement qu'à ouvrir votre téléphone, votre appareil photo sur votre téléphone intelligent, puis ensuite prendre une photo du code QR. Ça devrait vous envoyer un lien pour rejoindre les exercices aujourd'hui. Sinon, on peut aussi rejoindre sur slido.com et utiliser le hashtag AGFO 31 janvier pour rejoindre. Ah, bonjour Mélanie de Montfort. Super, merci. Excellent. Alors, je vais juste vous donner une petite seconde pour essayer de vous rejoindre. Si jamais vous avez des problèmes techniques avec Slido, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais je l'ai déjà utilisé dans le passé, puis je pense que ça devrait être quand même assez user-friendly. Alors, on va faire le test.
La première question, c'est à savoir de quelle ville en Ontario nous rejoignez-vous. Puis, vous pouvez utiliser le... Ça devrait vous demander d'écrire un mot, dans le fond. Fait que je vais vous laisser une petite minute. Puis là, les résultats devraient apparaître sur l'écran. Oups, excuse. Ottawa. Ben, moi aussi, je suis ici. Je vais donner l'opportunité aux autres participants de peut-être écrire leurs réponses, mais sinon, s'il n'y a pas d'autres réponses, dans environ 10 secondes, je vais bouger à l'autre question. OK. Alors, prochaine question. Dans quel domaine travaillez-vous? Je vais vous laisser une petite minute. Ça devrait être une question à réponse ouverte que vous pouvez écrire. Santé mentale communautaire. C'est super. On aime toujours de voir des gens de la communauté. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Santé? Parfait. Super. Merci beaucoup. Web design. Parfait. Web design, ça c'est super intéressant. Bon. Alors, est-ce que vous travaillez directement avec des victimes de violence? Puis ça va juste m'aider un peu à savoir c'est quoi votre niveau de compréhension de la violence familiale, puis comment je vais avancer dans la présentation. Donc, oui. Alors, oui. Est-ce que vous avez eu la difficulté, si vous voulez vous rejoindre à nouveau sur le Slido, c'est simplement pour que moi je puisse avoir un record de les réponses. Vous pouvez encore utiliser le code QR qui est à l'écran pour vous rejoindre sur le Slido. Alors, j'ai une personne qui travaille avec les victimes, mais sinon, merci beaucoup. J'en ai quand même que non. Alors, on va faire quand même un survol des bases, donc le cycle, les différentes formes de violence et des définitions. Fait que ça va pouvoir vous appuyer un peu dans le reste de la présentation. Mais pour ceux qui sont déjà, qui en connaissent déjà, ça sera un petit rappel pour vous aussi. Merci beaucoup de vos réponses. Alors, je sais qu'on a juste 1h30. Ça peut avoir l'air comme beaucoup, mais on va essayer de mieux de passer à travers de toute cette information ici. Alors, on va voir quelques définitions, dont la définition de la violence conjugale et la violence familiale, puis la différence entre les deux. On va passer rapidement à travers du cycle de la violence et les 4 étapes qui font ce cycle, les différentes formes de violence possibles. Je vais vous présenter quelques statistiques clés. Et ensuite, on va faire des petits exercices de mise en situation, de nouveau avec le Slido. Puis, je vais vous présenter des différents facteurs de risque qui augmentent le risque de létalité. Ensuite, on va parler du plan de sécurité. Je vais vous présenter un plan de sécurité en français. Puis, finalement, on va parler du formulaire N15, qui est un formulaire dans le domaine du droit du logement relié à des victimes de violences qui veulent quitter leur logement locatif. Ensuite, je vais vous présenter des ressources et une évaluation de l'atelier à la fin, un 5-10 minutes, pour faire ce petit sondage-là qui est extrêmement utile pour la GFO. Alors, je vous remercierai d'avance de prendre le temps de le faire. Je vais aussi confirmer qu'il y aura une trousse d'accompagnement qui va vous être envoyée suivant la formation aujourd'hui. Alors, vous allez avoir de l'information additionnelle par la suite. Bon. Les objectifs d'apprentissage aujourd'hui. Essentiellement, j'aimerais que vous soyez mieux capable de reconnaître, comprendre les différentes situations de violence basées sur le genre, apprendre c'est quoi les différents facteurs courants qui augmentent le risque de létalité dans ces situations-là. Un peu mieux comprendre le formulaire N15, puis vous voyez ici, c'est le grand nom du formulaire, l'avis de résiliation de la location, qui est donné par le locataire par crainte de violences sexuelles ou familiales et de mauvais traitements. On appelle ça le formulaire N15, c'est un peu plus court. Et finalement, que vous ayez une plus grande gamme de ressources à votre disposition
qui sont offertes pour les victimes de violences basées sur le genre en Ontario, ce qui inclut le plan de sécurité. Alors, une petite diapositive de contexte ici. Il y a eu un sondage du Bureau des perspectives sociales et économiques pour les femmes qui a déterminé que les personnes qui sont le plus à risque de violences basées sur le genre, ce sont les filles et les jeunes femmes, les communautés 2S, LGBTQIA+, les femmes autochtones, les communautés noires et racialisées, les immigrantes et nouvelles arrivantes, les femmes handicapées, les personnes qui vivent dans les régions rurales ou éloignées et les communautés francophones. C'est aussi important à noter que l'intersectionnalité de deux ou de plusieurs de ces caractéristiques-là vont accroître le risque que et la vulnérabilité d'une personne pour faire face à la violence basée sur le genre. Puis vous allez voir que ces facteurs-là reviennent assez souvent durant la présentation. Maintenant, je vais passer à travers de deux définitions. La première étant celle de la violence conjugale. La violence conjugale, c'est une forme de violence qui est entre partenaires intimes. Puis, ça peut comprendre une gamme de comportements qui sont malsains, incluant la manipulation et le contrôle coercitif, la violence psychologique, l'exploitation financière, la violence soit physique, sexuelle, même allant jusqu'à l'homicide ou le fémicide. Puis, on va voir en détail plus tard des différentes formes de violence. Important aussi à noter que la violence en partenaire intime, ça a été désigné comme un grave problème par le gouvernement fédéral ici au Canada, puis aussi par la communauté à l'international. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et on a aussi la définition de violence familiale. Puis ça, c'est plutôt une définition juridique. Quelques années passées, il y a eu des modifications à la loi fédérale, la loi sur le divorce. Alors ça, c'est une loi qui est applicable dans les cas de droit de la famille. Puis ces modifications-là ont fait en sorte qu'ils ont inclus une nouvelle définition de violence familiale dans la loi sur le divorce, puis c'est celle que vous voyez à l'écran. Alors, selon la loi sur le divorce, la violence familiale, c'est toute conduite qui est violente, menaçante ou qui dénote un comportement coercitif et dominant, ou qui porte un membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne. Là aussi, il faut noter que les comportements-là, ce ne sont pas nécessairement des comportements qui sont automatiquement criminels au sens du Code criminel du Canada, mais c'est absolument certain qu'il y a des comportements qui vont mener à des infractions criminelles. La définition reconnaît aussi le fait qu'un enfant qui est exposé à la violence, que ce soit de façon directe ou indirecte, va souffrir des conséquences directes de cette exposition-là. Alors, c'est un peu là la différence entre la violence conjugale et la violence familiale. La violence familiale inclut nécessairement la violence conjugale, mais ça l'inclut aussi, c'est plus large. Ça inclut la violence envers un autre membre de la famille également. Puis, vous allez voir aussi, ça peut même aller jusqu'à inclure des comportements de violence envers des animaux de compagnie. Comme ça mentionne sur l'écran, la loi sur le divorce présente une liste qui est non exhaustive de comportements qui pourraient être considérés comme de la violence familiale. Par exemple, des mauvais traitements physiques ou sexuels, des menaces ou de l'harcèlement, des abus psychologiques, de l'exploitation financière, le défaut de fournir des choses nécessaires à l'existence, par exemple la nourriture, un toit, des médicaments, des choses comme ça. Et finalement, le fait de blesser ou de menacer de blesser un animal de compagnie, c'est également quelque chose qui est mentionné dans la loi sur le divorce. Puis, j'ai fait un peu de recherche de mon côté pour voir du côté de l'Ontario si la législation ontarienne mentionnait des définitions de violence familiale dans le domaine du droit de la famille. Puis, la seule loi qui mentionne la violence familiale, c'est la loi portant réforme du droit de l'enfance. Puis, essentiellement, c'est la même exacte définition que la loi sur le divorce que vous voyez ici à l'écran. Mais sinon, les deux autres lois qui régissent un peu le droit de la famille et la protection de l'enfance ne le mentionnent pas. Alors, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Maintenant, le cycle. La violence conjugale, c'est souvent quelque chose qui s'inscrit dans un cycle qui est répétitif puis qui va continuer selon une certaine période de temps. Puis, les résultats d'une enquête sociale générale en 2019 ont révélé qu'il y a presque 40% des répondants qui avaient subi un seul incident dans les 5 années précédant le sondage, mais que la majorité des cas, dans ce cas ici, 61%, avaient subi plusieurs incidents, ce qui démontre que c'est vraiment un cycle qui se répète, puis qu'il y a plusieurs actes qui se répètent. Alors, dans l'ensemble, il y avait presque une victime sur 8 qui avait subi 2 incidents dans les 5 années précédentes, et ensuite plus de
25 donc 28 avaient subi 3 à 10 incidents et 17 plus de 10 incidents. Alors, ça sort des statistiques clés sur la violence fondée sur le sexe au Canada, qui est un sondage que je vais mentionner à plusieurs reprises durant cet atelier ici. Alors, c'est un peu des statistiques qui démontrent le fait que oui, la violence conjugale, c'est un cycle, ça va se répéter, puis à plusieurs reprises de façon générale. Le cycle, c'est un cycle vicieux. Puis, ça peut être difficile à rompre parce que l'agresseur va utiliser des choses comme la peur ou la culpabilité de la part de la victime, l'intimidation, même des menaces pour maintenir son contrôle et son emprise sur la victime. C'est certain que c'est seulement l'agresseur qui peut arrêter la violence comme telle, mais il y a aussi la victime qui peut rompre ce cycle-là en brisant son silence, mais c'est plus facile à dire que de faire. Puis, on va voir aussi une statistique qui va démontrer plutôt les différents obstacles à la dénonciation de la violence. Alors, vous voyez ici qu'il y a 4 étapes principales au cycle de violence. La première étant celle de lune de miel. Alors, c'est l'étape soit au début d'une relation toute nouvelle ou juste après une dispute, où l'agresseur va se présenter sous son meilleur jour, il va faire comme si tout est normal, c'est une belle relation qu'on est dedans. Ensuite, la deuxième étape, c'est celle de tension, où l'agresseur va commencer à devenir stressé, puis la victime tente d'être une bonne conjointe et va essayer de l'aider à résoudre ses problèmes pour qu'il ne soit pas si stressé, mais la tension va continuer à monter, puis finalement, la victime va commencer à avoir peur de l'agresseur. La troisième étape, c'est celle de l'agression comme telle, où la tension qui a accumulé auparavant va finalement éclater, puis l'agresseur va commettre soit un ou plusieurs actes de violence contre la victime. Et finalement, la quatrième étape, c'est celle de justification, où l'agresseur va blâmer la victime, va la culpabiliser, va essayer de minimiser l'importance de la violence qu'il a commise contre elle. Ben, c'était pas si pire que ça, c'était juste une petite tape, des choses comme ça. Et l'agresseur va essayer de convaincre la victime que la version des faits de l'agresseur, c'est la bonne. Puis qu'est-ce que la victime pense qui est arrivé? C'est absolument faux, c'est pas ça qui est arrivé. Puis ça recommence de nouveau avec l'étape de lune de miel. Alors, c'est un peu comme ça que le cycle arrive habituellement. Puis c'est très difficile à rendre. Maintenant, on va parler des différentes formes de violence conjugale. Puis, en guise d'introduction, j'aimerais vous présenter 3 différents témoignages. Puis ça ressort du site SOS Violence conjugale. Alors, il y a le premier témoignage. Quand il était en colère contre moi en voiture, il se mettait à conduire vite et brusquement. Il donnait des coups de volant, des coups d'accélérateur. C'était terrifiant. J'avais toujours peur qu'il finisse par perdre le contrôle de la voiture et nous faire avoir un accident. Quand les enfants étaient dans le toit avec nous, c'était encore pire. J'en fais encore des cauchemars. Alors ça, c'est une situation où il y avait clairement la violence émotionnelle et psychologique, la violence physique indirecte, donc le fait que il y a une menace qu'il y ait une violence physique qui va se passer. Le deuxième témoignage, je me suis réveillée en pleine nuit et il avait commencé à faire l'amour, si on peut appeler ça de l'amour. C'est arrivé plusieurs fois. Il disait que je lui avais demandé dans mon sommeil. J'ai appris beaucoup plus tard que ça constitue un viol. Ça, c'est un exemple de violence sexuelle dans une relation. Et ensuite, le troisième exemple, quand on était ensemble, si j'intervenais auprès de notre enfant pour la discipline, il intervenait par-dessus moi pour lui dire des choses comme « Écoute-la pas, elle ne sait pas de quoi elle parle ». Après notre séparation, il lui racontait nos chicanes et me dénigrait auprès de mon enfant. À la fin, c'est mon fils lui-même qui disait aux intervenants, dont un juge, que je n'étais pas fiable et que je ne savais pas comment prendre soin de lui. Encore là, violence psychologique émotionnelle, la violence par proxy à travers de l'enfant, la violence post-séparation durant les procédures familiales également. Alors ça, c'est juste 3 différents témoignages, mais il y a certainement beaucoup d'autres types de violences qui peuvent se passer dans une situation de violence conjugale. Alors, on va passer à travers de ceux-ci ici assez rapidement. Alors, il y a la violence psychologique qui est quand même présente dans à peu près tous les cas de violence conjugale. Des menaces et des commentaires blessants envers la victime, l'intimidation, l'humiliation, le fait de dégrader l'autre, de la critiquer ou de contrôler une personne. Ça, c'est des mots qui reviennent souvent dans ces situations, le contrôle et la dominance. Ensuite, on a la violence verbale qui peut être des paroles, des cris ou même des silences. La violence économique, je trouve que c'est un type de violence qui n'est pas mentionné assez souvent, mais c'est une façon de contrôler une personne extrême
du contrôle extrême de notre personne parce qu'elle perd absolument son autonomie financière. Puis, je suis certaine qu'on sait toutes là, que l'argent, ça en prend pour survivre, ça en prend pour faire presque n'importe quoi de nos jours. Alors, c'est la perte d'autonomie financière, c'est priver la victime de sa propre argent, l'empêcher de subvenir à ses propres besoins qui fait en sorte qu'elle dépend encore plus dessus l'agresseur. Il contrôle ses finances, surveille son budget, son compte bancaire, peut même aller jusqu'à voler ses cartes et prendre de l'argent sans son consentement. Ensuite, il y a la violence physique, qui est peut-être la violence que les gens pensent le plus à. Quand on entend violence conjugale, on pense peut-être violence physique automatiquement. Agir dans l'intention de blesser quelqu'un physiquement, avec ou sans arme. Par exemple, gifle, coup, brûlure. Il y a beaucoup de différents comportements qui peuvent entrer dans la définition de violence physique. Je ne vais pas passer à travers toutes. Violence sexuelle, n'importe quel geste sexuel qui est forcé, qui n'a pas été consenti, ça peut être verbal ou physique, comme l'agression sexuelle, l'exploitation sexuelle, la cyberviolence à travers de la technologie. Le proxénétisme, il fallait que je regarde c'était quoi ça, c'est le fait de tirer des revenus de la prostitution d'autrui. Alors, en anglais, ça s'appelle le procuring. Le voyeurisme ou même des commentaires sexuels déplacés. Et la violence spirituelle, qui est quelque chose qui peut-être pas, on n'en pense pas quand on entend violence conjugale non plus, mais c'est un type de violence où l'agresseur va contrôler les pratiques religieuses de la victime, soit en l'empêchant de pratiquer sa propre religion, en dénigrant ses croyances, ou de l'autre côté, en la forçant à s'adhérer à des rituels ou à une religion qu'elle ne pratique pas ou qu'elle ne désire pas pratiquer. Et maintenant, j'ai quelques statistiques clés sur la violence fondée sur le sexe au Canada. Puis ça, ça vient de Statistique Canada. C'est un sondage qui a été fait en 2019. Alors, je vais juste vous expliquer un peu c'est quoi le graphique ici. Généralement, ce que le graphique démontre, c'est le fait que la violence est plus fréquente, soit au moment de la rupture d'une relation ou tout juste après, pas durant la relation comme telle. Alors, vous allez voir ici des années, des petites barres de couleur. Alors, les barres de couleur, le bleu clair, c'est 1999. C'est quand même assez loin. Ensuite, on monte de 5 ans à chaque fois. 2004, bleu foncé, 2009, rouge, 2004, jaune, 2019, vert. Les trois différentes catégories, vous avez la relation conjugale actuelle, qui est la première catégorie, dans une ancienne relation conjugale pour la deuxième, et ensuite la troisième, c'est les deux mêmes ensemble. Alors, vous voyez vraiment, ça démontre vraiment sur le graphique le fait que dans une ancienne relation conjugale, il y a un peu plus de... une minute, là. Ah oui, il y a une proportion plus élevée en 2019. Alors, vous voyez la deuxième barre verte, alors celle au milieu, et un petit peu plus que 10% en 2019 qui ont avoir été victimes de violences, tandis que dans la première catégorie, relations conjugales actuelles, c'est à peu près 2%. Alors, on voit quand même une différence de 9% entre les deux. Puis aussi, une autre chose que ce graphique-là démontre est qu'au fil du temps, généralement, la violence conjugale a diminué. Alors, vous voyez, la deuxième catégorie, ancienne relation conjugale, ça diminue de 1999 à 2019, de à peu près, j'essaie de voir c'est quoi le pourcentage ici, là. Ça serait environ 25-26% jusqu'à 11%. Fait que généralement, ça a baissé au fil du temps. Ce graphique ici, ça démontre les répercussions émotionnelles des personnes qui sont victimes de violences conjugales. Puis, les deux différentes couleurs, c'est hommes et femmes. Alors, bleu clair, c'est les femmes. Bleu foncé, c'est les hommes. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes de subir des répercussions émotionnelles après avoir été victimes. Alors, vous pouvez voir ici que les trois répercussions émotionnelles les plus souvent invoquées, c'est le fait d'être senti bouleversé, là-bas au haut, blessé ou déçu, qui est la deuxième, et être en colère, qui est la troisième. Puis ça, c'est beaucoup plus que dans les femmes que les hommes, comme vous voyez là. Par exemple, bouleversé pour les femmes, c'est 62% et ensuite 35% pour les hommes. Quelque chose d'autre que j'ai trouvé intéressant de ce graphique ici, c'est si que vous regardez là en bas,
peu de répercussions ou aucune répercussion, les hommes sont plus hauts que les femmes. Alors, les hommes sont plus susceptibles d'avoir eu peu de répercussions ou aucune que les femmes après avoir été victimes de violence. Par exemple, aucune répercussion émotionnelle, la dernière là en bas. Pour des hommes, c'est 22%, pour les femmes, c'est 7%, à peu près. Fait que ça démontre quelque chose de quand même intéressant aussi. Et aussi, la violence psychologique, exploitation financière, ça, c'est quelque chose que je trouve qu'il y a un peu une différente bête du côté. Du même sondage, il y a 11% des répondants qui ont dit avoir subi la violence psychologique au cours des 5 années précédant le sondage. Les femmes étaient plus souvent victimes d'exploitation financière, donc 2,7% des femmes comparé à le 1,6% des hommes. Puis, parmi les victimes soit de violence psychologique ou d'exploitation financière, près de 26% avaient aussi subi de la violence conjugale, puis ça, c'était une proportion plus élevée que les femmes que chez les hommes. Ça, c'est quelque chose d'autre aussi. Puis ceci, c'est comme une statistique bouleversante que je trouve là. Le fait que la grande majorité des cas, alors 80% des cas, ont déclaré que la violence signalée n'avait pas été signalée à la police. Fait qu'il y a à peu près juste 19% qui ont été à la police par la suite pour déclarer qu'ils ont subi de la violence. Puis ça semble comme un gros chiffre, là, 80% qui ne va pas déclarer, mais il y a beaucoup d'obstacles à la déclaration. Puis si on parle un peu de ça, on peut comprendre pourquoi. Alors ici, j'ai juste quelques exemples. Pourquoi est-ce qu'une personne n'irait pas à la police? Peut-être qu'elle ne peut pas le faire parce que son conjoint a trop de contrôle, simplement a trop de contrôle sur sa vie et sur elle, puis qu'elle n'a aucun moyen de se rendre au poste de police parce qu'elle n'a pas d'argent peut-être, elle n'a pas d'auto, elle n'a pas de téléphone, puis qu'elle ne peut pas contacter ses amis ou sa famille ou que son agresseur est toujours avec elle en train de la surveiller. Peut-être qu'elle a une dépendance aussi sur le conjoint du côté de dépendance alcoolique ou de dépendance sur des drogues, puis que c'est difficile à lâcher ça. Ça se peut qu'elle a peur de se faire charger avec une infraction criminelle. J'ai vu ça quand même dans ma pratique en droit criminel, quoique c'était court, qu'il y a des fois qu'il y a une femme qui a finalement rétalié contre l'homme et que la police a été appelée, puis finalement, c'est elle qui s'est fait charger avec des infractions criminelles, même si l'homme avait un historique de violence contre elle. Alors ça pourrait être une peur aussi. Si que la femme a un statut d'immigration qui est précaire, ça se peut qu'elle a peur d'aller à la police parce qu'elle a peur qu'il ait un impact sur son statut d'immigration, qu'elle se fasse renvoyer du pays, des choses comme ça, qu'elle se fasse séparer de ses enfants. Aussi, une méconnaissance du système de justice ou le système pénal généralement. Elle a peur d'aller au poste de police parce qu'elle ne sait pas à quoi s'attendre. Elle ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Elle pense qu'elle va devoir témoigner à un procès dans 2 semaines, puis qu'elle ne connaît pas les différents supports qui sont là pour elle si jamais que la cause s'en va plus loin dans un procès, des choses comme ça. Fait que ça, c'est différentes raisons, puis je suis certaine qu'il y en a d'autres. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'objectifs à la dénonciation de la violence? Mais c'est quelque chose qu'il faut travailler à supporter nos victimes, puis que ce soit clair pour elles, c'est quoi les supports qui sont disponibles pour elles. Je pense que ça pourrait aider, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis justement, après la relation, c'est souvent qu'il y a des agresseurs qui vont chercher des différents moyens de continuer à avoir leur contrôle et l'emprise sur la victime après qu'elle a quitté la relation. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils doivent punir la femme d'avoir quitté. Il y en a d'autres qui espèrent d'une certaine façon qu'elle va revenir à la relation parce qu'il a rendu sa vie tellement difficile. Puis la motivation de l'ancien conjoint de commettre va influencer le type de violence qu'il va commettre après la séparation aussi. Alors, voici une liste non exhaustive qu'une personne pourrait être victime de violence conjugale. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a 2 de ces signes-là qui sont présents dans une relation que ça veut dire absolument qu'il y a la violence conjugale à la maison, mais s'il y a plusieurs de ces signes-là, ça pourrait être une raison de se questionner. Alors, si la victime s'excuse souvent ou trouve des excuses pour ses comportements, qu'elle se met à la défensive, qu'elle devient agressive ou qu'elle devient en colère rapidement. Si vous la voyez avec la personne ou son conjoint
puis qu'elle est mal à l'aise avec cette personne, puis qu'elle ne parle pas quand cette personne-là est là, mais tout d'un coup, la personne décolle, puis elle s'ouvre et commence à parler. Si qu'elle semble tomber malade, plus souvent, puis qu'elle s'absente du travail, si elle essaie de cacher d'éventuelles blessures. Puis ça, je vais vous donner un exemple quand même assez extrême, là. Mais par exemple, si on est à Ottawa, puis c'est la fin juillet, il fait 36 dehors avec les Midex, puis vous voyez quelqu'un avec un foulard d'hiver, genre, sur le cou, ça pourrait être parce qu'elle veut cacher le fait qu'il y a eu une tentative d'étranglement par son conjoint violent. Exemple extrême, comme j'ai dit, mais juste un exemple pour démontrer. Si elle trouve des excuses à la dernière minute pour ne pas retrouver ses amis, ou si qu'elle voit des amis ou sa famille dans le public, qu'elle va essayer de les éviter. Si elle semble triste ou isolée sur elle-même, craintive, timide. Si elle consomme de la drogue ou de l'alcool pour éviter sa situation, ça pourrait tout être des signes possibles qu'une personne pourrait être victime, mais comme j'ai dit au début, ça ne veut pas nécessairement dire. Alors, on va retravailler avec Slido, puis on va travailler 3 différents scénarios. Le premier, c'est le scénario de Sophia, qui est une enseignante dans une école secondaire. Elle s'est séparée de son ex-conjoint il y a quelques semaines, puis elle confie à son collègue Ibrahim qu'elle se sent harcelée par son ex-conjoint. Il lui envoie constamment des textes agressants et parfois il l'attend en auto quand elle sort de l'école pour retourner à la maison. Elle se sent très anxieuse, puis elle a peur que le comportement de son ex-conjoint devienne physique. Ibrahim n'est pas certain si Sophia subit de la violence et si oui, comment il peut l'aider. Alors, on va passer à travers des deux différentes questions ici, à travers du Slido. Alors, la première question, ça sera à savoir si vous pensez que Sophia subit de la violence. Puis, je vais vous laisser un petit 30 secondes pour répondre à ça. Encore là, si vous avez la misère à rejoindre le Slido, le code QR est sur l'écran. Je vois un oui. Merci. Je vais... OK, oui. OK, alors vous pensez que oui. Quelle forme de violence est-ce que vous pensez que Sophia subit? La violence psychologique, verbale, économique, physique, sexuelle ou spirituelle? J'espère que vous avez l'option de choisir plusieurs, mais sinon, c'est correct aussi. Je vais juste regarder ici. OK. Alors, j'ai une personne qui a répondu psychologique. Je vais juste aller voir dans le chat ici. Ah, pas l'option. Je peux voir ici si je peux changer ça. Donc, ben, la personne qui a choisi violence psychologique, vous avez aussi l'option, mais c'est plus qu'une, en effet. La violence psychologique, euh, puis ça se peut qu'elle subit de la violence physique. En fait, c'est des menaces. Puis qu'elle a peur, qu'elle subit des violences physiques, ça peut être ça aussi. Puis on ne sait pas non plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé à la maison. Mais vraiment, c'est de la violence psychologique. Puis la violence verbale aussi, les textos, là. Ça peut être, c'est des mots, hein? Fait qu'il y a ça aussi. Merci beaucoup. Et maintenant, ça serait comment pouvez-vous aider Sophia? Donc, mettez-vous dans les pieds d'Ibrahim. Si vous avez une collègue que vous pensez qui est victime, puis qu'elle vous dit qu'elle a peur, qu'est-ce que vous feriez pour essayer de l'aider? Là, il faut vous mettre dans des souliers de collègues, pas d'intervenants communautaires. Ou témoins, je devrais dire. Collègues ou témoins. Je peux vous donner une minute parce que c'est des réponses longues.
Offrir des ressources, des agences avec qui elle pourra parler. Absolument. C'est juste aller faire une petite recherche sur Google selon votre région, s'il y a des agences, des organisations communautaires qui s'en entourent, si des helplines sont disponibles. L'écouter, empathie, l'amener à reconnaître qu'elle vit la violence. Oui, ça, c'est quelque chose qui est devenu à quelques fois durant ces présentations. Le fait que parfois, les personnes ne sont pas connaissant du fait qu'ils sont en train de vivre la violence, puis des fois, il faut un peu les faire savoir que oui, oui, en fait, c'est ça qui se passe, là. Puis l'écoute, l'empathie, c'est excellent. Puis, il n'y a pas beaucoup de détails dans le scénario, je veux dire, là, mais ça dépend un peu aussi de la relation entre Ibrahim et Sophia. C'est quoi le niveau de... Est-ce qu'ils sont confortables un avec l'autre? C'est-tu des amis en dehors du travail? Puis, je sais aussi, il y avait quelqu'un d'autre qui avait dit, ben, peut-être mentionner à les ressources humaines, à l'école, pour faire sûr qu'il ne peut pas l'attendre, à son auto, des choses comme ça. Mais merci beaucoup pour vos réponses. Ce sont des bonnes réponses, des bons réflexes. Merci. Alors, scénario numéro 2. On va parler de Isabella. Maintenant, vous êtes dans un rôle d'intervenant communautaire. Donc, Isabella vient vous voir afin de recevoir vos services et vous remarquez qu'elle a des bleus sur le bras et sur le cou. Elle a dit dans votre dernière rencontre qu'elle prévoit quitter son copain. Quand vous la questionnez concernant ses bleus, elle va éviter les questions, puis elle va devenir sur la défensive. Alors, vous savez qu'Isabella a 2 enfants à la maison de bas âge, puis vous vous inquiétez pour le bien-être des enfants et le bien-être d'Isabella. Alors, on va passer à travers des 2 questions à travers du Slido. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous procédez différemment qu'à l'habitude pendant votre rencontre avec Isabella? En sachant que oui, vous pensez qu'elle est victime, est-ce que vous procédez de façon différente? Non. Quelqu'un qui a répondu non, qu'il ne procède pas de façon différente durant la rencontre. OK. Est-ce que si vous procédez pas de façon différente, est-ce qu'il y a quand même des choses que vous prenez en considération lorsque vous la rencontrez? Sa sécurité et celle de ses enfants, absolument, oui. Qu'elle aura peur de parler. Il y a ça aussi, oui. Oui, ouais. Fait que c'est un peu faire le balance entre pas forcer une personne de parler quelque chose qu'elle ne veut pas parler d'eux, mais aussi si que, comme vous pensez qu'il y a un problème de sécurité imminent ou grave, là, il y a aussi ça qu'il faut prendre en considération. C'est qu'elle a peut-être besoin d'un hébergement, des choses comme ça, mais elle ne vous a pas encore dit, tu sais. Elle n'a pas encore confié, oui, je suis victime, puis je veux quitter. Fait que ça fait une différente dynamique aussi, là, parce qu'on ne veut pas forcer que ça sorte non plus, parce que ça va seulement décourager. Mais aussi, peut-être ça revient à simplement donner une fiche de ressources, puis essayer de la faire réaliser qu'est-ce qu'elle vit. Mais dans le prochain scénario, c'est quelqu'un qui vous le dit, en effet. Alors, imaginez que vous travaillez en tant qu'intervenante dans un centre de santé communautaire à Ottawa ou dans une autre région. Vous rencontrez Lisa qui vous confie qu'elle est victime de violences à la maison puis qu'elle veut quitter son mari. Lisa vous dit qu'elle n'a pas de logement alternatif, n'a pas de place à rester et qu'elle a une petite fille de 7 ans, puis cette petite fille a des problèmes développementaux. Elle vous dit qu'elle et sa fille ont été parrainées par son mari il y a quelques années, puis qu'elles n'ont pas encore leur statut de résidence permanente. Son mari a été physiquement et sexuellement violent envers elle. Là, c'est une situation où la personne vous a dit, oui, je suis victime, oui, je vais partir. Alors, vous voulez l'aider à quitter. Identifiez les différents besoins de Lisa.
Alors, j'espère ici aussi que vous allez être capable d'en répondre plus qu'un. Mais sinon, choisissez le besoin prioritaire si vous pouvez juste en choisir un, selon vous. Ah, OK, vous pouvez en choisir plus. Good. Alors, en effet, il y a plusieurs questions ici à ressortir de ce scénario-là. La question de l'hébergement. Alors, c'est où qu'ils vont aller après qu'ils ont parti? Elle ne peut pas partir sans avoir un toit au-dessus de sa tête, là, et spécialement avec un enfant. Il y a des questions juridiques. Il y a des questions juridiques de différents domaines. Le domaine de droit de la famille. Si elle veut quitter son mari puis emmener sa petite fille avec elle, il y a des questions de droit de la famille, de divorce, puis de garde et aussi de temps parental. Puis si qu'elle veut, il y a peut-être des questions de protection de l'enfance aussi. Il y a des questions du droit de l'immigration, son statut d'immigration. Il y a des questions peut-être de droit criminel, de droit pénal, si jamais elle veut procéder avec des infractions criminelles. Il y a aussi des questions d'ordre médical pour la petite fille qui a des problèmes développementaux. Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en considération pour l'hébergement, s'assurer que c'est une place qui peut accommoder la petite fille. Question médicale aussi pour la maman, Isabella, qui a été violentée physiquement et sexuellement aussi. Il y a peut-être des suivis médicaux qui ont besoin d'être faits là aussi. Fait que ça, c'est une situation quand même extrêmement complexe, mais ça peut arriver. Puis là, sachant les différents besoins de Isabella et de sa petite fille, est-ce que vous connaissez des organisations communautaires dans votre région vers lesquelles vous pourriez guider? Ici, c'est peut-être un partage aussi des organisations communautaires qui sont disponibles, qui pourraient appuyer les autres participants. Puis, si ce n'est pas des organisations communautaires particulières, quel type d'organisation est-ce que vous guideriez euh, cette personne? Je sais qu'à Ottawa, je vais juste penser à ça, là, pour hébergement, on a Action Logement, qui est une organisation communautaire qui aide à trouver l'hébergement. Il y a plusieurs maisons d'hébergement. Euh, il y a même une carte interactive que je vais vous donner à la fin de la présentation qui trouve des maisons d'hébergement autour de la personne. On a simplement qu'à mettre l'adresse. Des centres de santé communautaires, s'il y a des problèmes médicaux. Euh, pour les problèmes juridiques, des organisations, des cliniques juridiques qui appuient dans les différents domaines juridiques parce que c'est certain que c'est pas, les cliniques vont pas faire tous les domaines. Aide juridique Ontario pourrait offrir un certificat d'aide juridique pour appuyer aussi. Family Service Toronto. Yes, oui. On a aussi ici CFSO, le Centre de famille et de services d'Ottawa, je pense que c'est, pour le Family Service. Ouais, il y a si jamais vous pensez à d'autres organisations, vous pouvez l'inclure dans le chat. Merci. Alors maintenant, je vais vous présenter les facteurs de risque de létalité. Il y a eu un rapport en 2016 du Comité d'examen des décès dus à la violence familiale de l'Ontario qui a constaté, comme tous les rapports depuis, que le fait d'avoir une séparation ou juste après, ou que la séparation s'en vient, c'est le second facteur de risque de décès, suivant de près le premier facteur qui est le fait qu'il y a eu des antécédents de violence familiale. Alors, le premier facteur, c'était 73% des antécédents. Ensuite, c'est 67% pour le fait qu'il y a une séparation effective ou imminente. C'est le second facteur de risque. Mais il y a d'autres facteurs. Donc, la létalité, c'est quoi? C'est la violence mortelle, puis c'est le risque de quelque chose d'entraîner la mort. La violence mortelle, c'est sujet à plusieurs facteurs de risque courants qui sont souvent apparus dans des cas de létalité. Puis nous, on les a divisés en deux catégories. Premièrement, en facteurs socio-économiques. Donc, le fait que l'agresseur est sur le chômage, ça semble être mentionné assez régulièrement. Puis, ça peut être un facteur prédictif important à la létalité, mais simplement lorsqu'il est lié à d'autres facteurs de risque également, pas lui tout seul.
La séparation, en cours ou à venir, comme on a mentionné à plusieurs reprises, c'est un facteur de risque pour la violence et pour la létalité. Le fait qu'il y a des enfants au sein de la maison familiale, c'est un autre facteur, plus particulièrement si les enfants ne sont pas les enfants biologiques de l'agresseur, s'il y a des changements importants dans la vie de l'agresseur puis qu'il est stressé, s'il y a un enlèvement d'enfants, s'il y a une menace de porter atteinte aux enfants, une différence d'âge importante entre l'agresseur et la victime, s'il y a un trouble de personnalité, soit antisocial ou dépressif, s'il y a un différend entre l'agresseur et la victime sur le droit de garde ou de visite des enfants, si la victime déménage avec les enfants et s'il y a une dépendance à l'alcool et ou les drogues, ce sont des différents facteurs socio-économiques qui vont augmenter le risque de létalité dans une situation, mais il y a aussi des facteurs qui sont reliés au comportement criminel. Premièrement, l'accès à des armes, puis ça, surtout des armes à feu. S'il y a des actes de violence dans le passé qui ont devenu plus graves puis plus fréquents avec le temps, s'il y a eu des menaces de mort ou que la victime a peur d'être tuée, des tentatives d'étranglement. Alors, ceci, il y a eu un lien étroit qui a été trouvé entre le fait qu'il y a eu des tentatives d'étranglement qui n'ont pas fonctionné et des actes de violence mortelle. Alors ça, il y a eu quand même un lien étroit entre ces deux facteurs-là. S'il y a de l'harcèlement criminel, s'il y a eu des rapports sexuels sous contrainte, s'il y a eu, dans le passé, des interventions ou des arrestations par la police, s'il y a eu une violation d'ordonnance, soit que ce soit une ordonnance de non-contact de la cour de la famille ou que ce soit une ordonnance de ne pas trouver la paix, une ordonnance de probation, des choses comme ça, s'il y a eu une violation de ces ordonnances-là par l'agresseur, c'est un facteur de risque. Et finalement, s'il y a eu du comportement criminel violent dans le passé ou s'il y a eu la cruauté envers les animaux également, c'est un autre facteur de risque. Quelque chose qui est important à noter, comme que j'avais mentionné pour les signes qu'une personne est victime, ici, la même chose. Le fait qu'il y a un ou deux de ces facteurs-là qui sont présents dans une relation de violence conjugale ne veut pas absolument dire que la victime est à risque d'être tuée, mais s'il y a plusieurs de ces facteurs-là qui sont présents dans une relation, ça va augmenter le risque d'un fémicide éventuel. C'est quand même quelque chose à considérer, puis c'est intéressant à voir aussi. Le plan de sécurité. J'ai assisté à plusieurs ateliers cette année sur la violence faite aux femmes ou la violence basée sur le genre. Puis, on met beaucoup d'accent cette année sur le plan de sécurité, je trouve, mais je trouve que c'est bien, c'est bon, parce que c'est un outil, un excellent outil pour appuyer la femme, soit dans sa sécurité, dans la relation à la maison, si elle veut encore rester, qu'elle n'est pas prête à partir, ou aussi pour l'appuyer dans son éventuel départ de la relation. Puis un plan de sécurité, ça peut comprendre plein de choses. Alors, c'est vraiment détaillé, puis ça va être spécifique pour la femme et ses besoins. Ça peut comprendre un plan de fuite, si jamais elle a besoin de sortir rapidement, des copies de documents importants, puis c'est où que ces documents-là sont placés, une liste d'endroits qui sont sécuritaires, si jamais la femme a besoin de se rendre quelque part, une liste de numéros de téléphone d'urgence, des mots de passe à utiliser avec les enfants ou avec la famille, des moyens pour demeurer en sécurité dans différents lieux. Dans son auto, au travail, des choses comme ça. Puis là, j'aimerais vous présenter le plan de sécurité de Steps to Justice ou Justice par rapport en français. C'est un plan de sécurité en français. Puis il va aussi être disponible dans votre trousse d'accompagnement. Je vais juste cliquer dessus ici. Puis, c'est ça que ça ressemble. C'est un plan de sécurité, ouais, Steps to Justice. Puis, il est super détaillé. Si jamais vous ne pouvez pas le voir, laissez-moi savoir, mais je pense que vous êtes correct. C'est un plan qui peut être rempli soit en utilisant le navigateur ou Adobe Acrobat. Ça peut être imprimé puis rempli à la main. Donc, il y a une section ici. La première section, c'est important, la sécurité au domicile. Donc, par exemple, la façon la plus sûre d'entrer à la maison ou de partir, disons qu'il y a une porte en arrière qui est la plus facile. Des endroits que je peux éviter. Ah, je vois pas le plan. Merci. Je vais faire un stop share. Puis ensuite, je vais aller ici. Ça. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Je screen. Et voilà.
Bon. Alors, ici le plan de sécurité. Première section sur la sécurité au domicile. Ici, il y a plusieurs options qu'on peut remplir. Comme j'ai mentionné, on peut le remplir à travers l'ordinateur ou l'imprimer. Des endroits où se trouve un téléphone, des endroits sûrs où je peux me réfugier si je n'ai pas d'auto, des amis qui peuvent m'accueillir pour la nuit, les personnes à appeler en cas d'urgence en plus de 911, des mots de passe pour informer la famille que j'ai besoin de l'aide. Puis ici, il y a aussi une section avec des organismes à joindre, Femmes Aid, Assaulted Women's Helpline, la ligne d'aide aux victimes, Talk for Healing, puis ensuite Ganokswara Family Assault Support Services. Puis il y a aussi le numéro 211. Puis il y a tout le temps des checklists. À la fin de chaque section, il y a des checklists. C'est quand même, cacher les originaux documents importants, conserver des copies d'ordonnances judiciaires, faire des exercices comme faire des pratiques pour quitter le domicile, entrer des numéros dans le téléphone cellulaire, mémoriser des numéros de téléphone juste au cas où que l'agresseur prend le téléphone, informer les amis du mot de passe, puis d'autres mesures si nécessaire. Puis ensuite, il y a une liste ici pour des mesures à prendre si on ne vit pas avec l'agresseur. Par exemple, changer les serrures, ajouter un système d'alarme, informer une personne quand on arrive à la maison, prévenir les amis, etc. Ensuite, il y a une section sur la sécurité des enfants. Donc, le mot de passe que les enfants doivent utiliser s'ils veulent quitter ou demander de l'aide. Un endroit sûr où mes enfants peuvent aller, par exemple, des voisins, des numéros de téléphone. Puis, ces personnes suivantes peuvent aller chercher mes enfants. Il y a aussi un autre checklist ici, informer le personnel de l'école ou la garderie. Puis, selon l'âge de mes enfants et ma situation, je peux passer le plan en revue avec eux. Fait que, disons que c'est des enfants un peu plus âgés puis qui comprennent mieux les choses, on peut passer le plan de sécurité en revue avec les enfants. Puis ici, il y a une checklist de qu'est-ce qu'on peut leur dire. La sécurité au travail, il y a une section là-dessus aussi. Les personnes en qui on a confiance qu'on peut informer de la situation au travail, la façon la plus sûre de se rendre et de quitter. Ensuite, une différente checklist ici, éviter les escaliers, demander à quelqu'un de marcher avec moi pour aller à mon auto, demander à personne de filtrer les appels au travail, une réceptionniste par exemple, montrer une photo de l'agresseur au personnel de sécurité, aux collègues. Et finalement, il y a une section de sécurité en ligne et au téléphone. Apprendre comment utiliser le téléphone en sécurité, comment supprimer l'historique de navigation et les témoins, les cookies, comme on dit en anglais. Changer les mots de passe, supprimer des comptes de médias sociaux, restreindre des renseignements, désactiver la fonction GPS. Il y a plein de choses ici, là. Santé dans des endroits publics, demander toujours à une personne d'accompagner. Puis là, il y a beaucoup de sections, là. Sécurité en véhicule automobile, par exemple, toujours avoir un charger avec toi, vérifier le siège arrière avant de partir, vérifier le système de navigation, demander à quelqu'un de m'accompagner, toujours avoir les clés dans la main quand je me rends au véhicule, m'assurer que le réservoir d'essence est plein, apprendre différents trajets que je peux emprunter pour me rendre à la maison, au travail ou d'autres endroits. Puis ensuite, à la fin, ça c'est super utile ici, c'est une liste de contrôle pour préparer un sac d'urgence. Fait que des différentes choses qu'on voudrait mettre dans notre sac, checklist ici aussi. Fait que c'est un vraiment bon plan, puis il ne faut pas tout le remplir, là. Il peut être rempli selon les besoins de la personne. Mais c'est quand même très bon plan. Puis là, je vais juste partager le PowerPoint à nouveau. C'est ça, il va être disponible. Il y a un lien dans le PowerPoint, puis il va être aussi disponible dans votre trousse d'accompagnement. Puis, si jamais vous avez besoin de l'aide pour élaborer le plan, il y a Femmes Aid qui est disponible 24 heures sur 7. Puis, il y a aussi d'autres organismes communautaires qui peuvent appuyer avec l'élaboration de plans. Par exemple, Conditions féminines, le répertoire des services aux victimes, la ligne d'aide et la Assaulted Women's Helpline. Maintenant, on a terminé la partie violence, puis on va bouger à la partie droit du logement, puis je pense qu'on va avoir assez de temps. Alors, on va continuer avec le droit du logement. Le droit du logement, essentiellement, c'est le régime de droit qui va
dicter les différents droits et obligations des personnes qui louent un logement et les propriétaires de ces logements. En Ontario, la législation applicable, c'est la loi sur la location à usage d'habitation, ou la LLUH, que je vais appeler. Mais si jamais vous voulez regarder c'est quoi la LLUH, il va y avoir un lien ici sur la diapositive. Puis, essentiellement, cette loi-là exprime les droits et responsabilités des locataires et des locataires de propriété résidentielle seulement. Alors, moi, je vais essayer de mon mieux dans cette présentation ici de ne pas dire locataire et locataire parce que ça sonne trop pareil. Des locataires, ce sont les propriétaires et les locataires, ce sont eux qui louent le logement. Alors, moi, je vais essayer de dire propriétaire et locataire pour que ça soit plus clair. Alors, c'est quoi la relation entre les propriétaires et les locataires? Alors, ce sont ces parties-là qui vont être protégées par la loi. Alors, c'est important de savoir c'est qui est quoi. Un locateur, propriétaire, c'est la personne qui appartient le logement locatif. Le locataire, c'est la personne qui va louer le logement en échange d'un paiement de loyer au propriétaire. Maintenant, il y a deux exceptions importantes. Si le locataire partage une salle de bain ou une cuisine avec le propriétaire ou sa famille proche du locataire, pas du propriétaire, il n'est pas du tout protégé par la LLUH. Ça veut dire que si le propriétaire habite dans la même unité, puis qui partage la cuisine dans la salle de bain, le locataire n'est pas protégé du tout. Ce qui veut dire que le propriétaire peut établir et appliquer n'importe quelle règle qu'il souhaite. Ça veut aussi dire que le locataire peut expulser simplement en donnant un préavis raisonnable. Il n'y a pas besoin de motif, il n'y a pas besoin de demander à la commission de location immobilière pour avoir une ordonnance d'expulsion. Si une personne vit dans un endroit comme ça, la loi donne aucun droit à cette personne-là, sauf ce qui est écrit dans un contrat de location entre le propriétaire et le locataire. Puis, pour les cas de colocataires, c'est une autre exception importante. Alors, si une personne vit avec des colocataires, puis que les colocataires ne sont pas écrits sur le contrat de location, les règles ne s'appliquent pas aux colocataires. Donc, une colocataire, c'est une personne qui, comme un occupant, va partager soit une chambre ou un logement locatif ou une partie de celle-ci avec un locataire, mais qui n'est pas locataire légal dessus le contrat. Essentiellement, lorsqu'un colocataire paye la partie du loyer directement au propriétaire ou au locataire, il ne devient pas locataire juste parce qu'il a payé. Même chose, si le colocataire paye directement au propriétaire, il ne devient pas immédiatement locataire non plus. Il faut que son nom soit écrit sur le bail ou sur le contrat de location. Puis aussi, ça va dépendre de toute situation qui est devant la CLI ou la Commission de la location immobilière. Là, j'ai dit la CLI. Je vais vous dire c'est quoi la CLI. C'est la Commission de la location immobilière. C'est un tribunal indépendant, puis il règle des différends entre des propriétaires et des locataires. Si vous voulez en savoir plus sur la CLI, vous pouvez cliquer sur le lien qui est sur la diapositive là aussi. Ça vous emmène au site web de la CLI. La CLI règle des différends comme par exemple pour des appartements, des maisons, des chambres, des pensions, des maisons de soins, des choses comme ça. Elle traite des demandes d'expulsion, des coopératives de logements sans but lucratif également. Des demandes, ça peut être introduit à la CLI par les deux côtés, donc soit par le propriétaire ou soit par le locataire. Puis, il y a différents recours qui peuvent être demandés. Par exemple, la résiliation du bail ou le contrat de location, le paiement de loyer ou l'abattement de loyer ou même des ordonnances de réparation. Puis ça, c'est juste 3-4 exemples de qu'est-ce que les recours qui peuvent être demandés à la CLI. Maintenant, on va parler du formulaire N15. Le nom du formulaire, c'est l'avis de résiliation du locataire pour crainte de violence ou de mauvais traitement. Mais moi, je vais l'appeler le N15 parce que c'est un nom très long. Pour qu'une personne puisse quitter un logement qu'elle loue en raison de violence ou de crainte de mauvais traitement, elle doit remettre un formulaire N15 au propriétaire, ainsi qu'un autre formulaire de la CLI qui est la déclaration du locataire. Ça fait qu'il faut toujours donner le N15, mais avec le N15, on peut soit donner la déclaration du locataire ou qu'on peut donner
une copie d'une ordonnance judiciaire de ne pas faire ou de ne pas troubler la paix publique. Alors, je vais vous envoyer aussi dans la trousse d'accompagnement une copie de ces deux formulaires-là. Mais c'est très, très simple. Attends, je vais vous montrer c'est quoi que ça a l'air, le N15, parce que c'est quand même... ça vous montre comment simple que c'est à remplir. Juste ici. Puis, tous ces formulaires-là sont disponibles sur le site web de la CLI aussi. Alors, voici le formulaire N15. Alors, ici, on écrit le nom du locataire, disant que c'est moi le locataire, puis le nom de mon propriétaire, c'est Jeff, l'adresse, Chute 97, appartement B. Puis ensuite, je donne le présent avis parce que je veux résilier la location. Le dernier jour de ma location sera le 31 mars. Je vais quitter au plus tard cette date. Puis là, ici, on dit ici qu'on a joint soit la déclaration ou une copie d'une ordonnance judiciaire. Puis tous les renseignements importants qu'on va passer à travers aujourd'hui sont dans ce formulaire-là. Puis ensuite, il faut juste le signer à la suite. Fait que c'est quand même un formulaire assez court, assez simple à remplir. Puis c'est la même chose pour la déclaration à la victime. Ça ressemble beaucoup à ça. Puis c'est simplement une déclaration. On n'a pas besoin de rien ajouter en termes de preuves non plus. C'est comme je quitte parce que, clic, signer, c'est tout. Fait que c'est quand même assez simple. Bon. Alors, maintenant, c'est ça. On va passer à travers des renseignements importants du formulaire qui sont disponibles également sur le formulaire. Donc, le locataire peut donner cet avis-là si le locataire ou un enfant qui habite avec le locataire est victime de violences sexuelles ou familiales ou de mauvais traitements, puis que le locataire croit que lui ou l'enfant pourrait être exposé à un préjudice ou à des blessures s'il continue à habiter dans le logement locatif. Si le locataire une location avec d'autres gens, donc d'autres locataires. Il y a certains des autres locataires ou tous les autres qui peuvent choisir de signer l'avis aussi, puis mettre fin à leur intérêt dans la location. Si le N15 n'est pas signé par tout le monde qui vit dans l'appartement, la location va continuer avec les personnes qui vont rester dans l'appartement, qui n'ont pas signé. La date de résiliation, donc la date qu'on quitte, c'est la date à laquelle la location prendra fin et on va quitter. La date de résiliation dans l'avis, ça doit être au moins 28 jours après la remise de l'avis. Fait que, par exemple, si moi je donne l'avis au propriétaire aujourd'hui, le 31 janvier, je ne peux pas mettre la date de résiliation avant le 29 février. Donc, 28 jours après la date qu'on donne l'avis au propriétaire. Normalement, dans des cas de location fixe, par exemple, un contrat de location d'un an ou des contrats mois à mois, il faut donner au moins un préavis de 60 jours. Fait que ça coupe quand même d'à peu près un mois. Une autre chose, c'est que le processus doit rester confidentiel. Le propriétaire ne peut pas transmettre les documents dans le N15 à d'autres personnes, puis il ne peut pas non plus divulguer l'information qui est dans ce document-là. Puis ça va s'appliquer aussi aux autres locataires du logement. C'est illégal, en fait, que le propriétaire divulgue l'information. S'il divulgue cette information-là, il s'expose à une action en justice ou à une amende, puis l'amende est quand même assez grande. Elle peut s'élever à 50 000 $ si c'est le cas d'un propriétaire individuel. Puis si c'est une compagnie ou une entreprise locatrice, ça peut venir jusqu'à 100 000 $ l'amende. C'est quand même assez grand. Il y a certaines exceptions à ça. Donc, le locataire peut divulguer l'information à des membres du personnel, comme un concierge ou une gérante, mais eux, ils doivent aussi maintenir ça confidentiel. C'est aussi possible que le propriétaire va devoir divulguer l'information à d'autres personnes, comme des avocats, ministère des Affaires municipales et du logement ou la CLI, par exemple. Alors, il y a des exceptions, puis elles sont retrouvées dans la loi, la LLUH, à l'article 47.4, mais généralement, tout ça, ça doit rester confidentiel. Le propriétaire ne peut pas annoncer le logement à louer jusqu'à ce que la date de résiliation de location passe et que la personne quitte le logement. Ici, ça dit dans la loi, on ne peut pas faire l'annonce du logement si l'annonce permet d'identifier le logement ou si une personne pouvait déterminer de quel logement il s'agit en lisant l'annonce.
Mais si on pense à ça de manière pratique, si qu'un propriétaire va mettre un logement à louer, nécessairement, il faut mettre c'est dans quelle région que le logement est, à quoi ça ressemble et tout ça, si on veut avoir des gens qui sont intéressés. Fait que généralement, de pratico-pratique, ça ferait plus d'allure d'attendre que les gens sont partis avant de annoncer le logement à louer. Aussi, le propriétaire ne peut pas non plus montrer le logement à louer à des locataires potentiels jusqu'à ce que le locataire quitte de toute façon. Fait que on peut pas le mettre à louer avant que la personne soit partie, pratiquement. Alors, qu'est-ce qui arrive s'il y a d'autres personnes dans le logement? Donc, comme j'ai mentionné tantôt, si le locataire vit avec d'autres personnes, elle peut choisir de parler de sa situation avec eux si qu'elle le veut, ou d'annoncer qu'elle a l'intention de déménager. Elle peut le dire à certains d'entre eux ou à tout le monde, mais c'est important que ce soit une personne de confiance parce que l'obligation de confidentialité n'est pas, ça l'applique pas aux locataires, aux voisins et tout ça. D'autres locataires qui figurent sur le bail pourraient avoir envie de déménager si qu'ils savent qu'il y a quelqu'un d'autre qui déménage. Alors, il y a l'option de signer le formulaire N15 aussi, puis de partir en même temps que la personne qui va donner l'avis. Ils n'ont pas besoin de signer la déclaration, par contre, ou avoir une ordonnance judiciaire. Donc, s'il y a les gens qui ne veulent pas signer le formulaire N15 puis qui veulent continuer à rester dans la maison, c'est correct. Ils pourront continuer d'habiter là ou ils peuvent résilier le bail en donnant le préavis habituel de 60 jours. Puis, il y a une ressource à Justice Papa, juste là pour plus de détails là-dessus aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a si les locataires ne déménagent pas après avoir donné un N15? Alors, si la personne qui a signé le N15 et qui a donné le N15 ne déménage pas à la date, disons le 29 février, puis on arrive le 3 mars, puis la personne n'est pas encore quittée, qu'est-ce qui arrive? Donc, si le formulaire N15 a été signé par tout le monde qui vit dans l'appartement, le propriétaire peut demander l'expulsion de toutes les personnes à la clé. Il n'y a pas besoin de donner un préavis pour ce faire parce qu'il y a déjà eu un formulaire de départ qui a été donné. S'il y a seulement quelques personnes qui ont signé le formulaire N15, le N15 va devenir annulé pour les personnes qui n'ont pas déménagé, ce qui signifie que la location se poursuit comme s'ils n'ont jamais donné l'avis, puis ils vont devoir recommencer le processus à nouveau, puis attendre un autre 28 jours avant de partir. C'est ça la conséquence. Alors, on va faire 3 petites situations de fait, puis ensuite, on pourra passer aux ressources, puis à l'évaluation. Alors, la première situation de fait, on va parler de Wafa, qui a un ex-conjoint abusif, puis l'ex-conjoint de Wafa a reçu une ordonnance de ne pas troubler la paix. Alors, ça, c'est un PIF bond qu'on appelle en anglais, suivant une allégation de criminel de voie de fait, qui est assault contre Wafa. Une condition de cette ordonnance-là, c'est qu'il ne doit pas contacter Wafa. Wafa désire partir du logement locatif parce que le ex-conjoint sait où elle vit, puis elle a peur qu'il se présente à la maison. Est-ce que vous pensez que Wafa peut quitter son logement en remettant un formulaire N15 à son propriétaire? Oui. En effet, elle peut remettre le formulaire N15. Quel document est-ce que vous pensez qu'elle peut remettre avec son formulaire N15? Une déclaration de la victime, une ordonnance de ne pas troubler la paix ou une ordonnance de non-contact? Alors, dans ce cas-ci, Wafa a 2 choix. Elle peut soit remettre la déclaration de la victime, qui est le formulaire de la clé, ou, étant donné qu'il y a eu une ordonnance de ne pas troubler la paix, elle peut demander pour une copie de cette ordonnance-là et la joindre au formulaire N15 aussi. Un des deux, ça va fonctionner. Situation de fait numéro 2.
Sophie a entamé une procédure de divorce à la cour de la famille de son mari qui est violent. Son mari a été violent physiquement, psychologiquement envers elle et ses deux enfants. Et durant les procédures, il y a eu une ordonnance de non-contact. Donc, le mari ne pouvait pas contacter Sophie. Il ne doit pas être en contact avec Sophie ou les enfants. En effet, sauf dans certaines circonstances, Sophie veut quitter le logement locatif qui était également le foyer conjugal. Est-ce que Sophie peut quitter le logement en remettant un formulaire N15 à son propriétaire? Oui, oui, elle le peut. Puis, en plus que c'était le foyer conjugal, c'est certain que le mari sait c'est où qu'elle vit. Donc, elle a peur que si elle reste là, il pourrait avoir une violation d'ordonnance, puis qu'il pourrait avoir de la violence contre elle et les enfants également. Selon la situation de fait, quel document est-ce qu'elle pourrait remettre avec son formulaire N15? Alors, vous avez raison. Euh, Elle peut soit remettre une déclaration à la victime ou qu'elle pourrait remettre une copie de l'ordonnance de la Cour de non-contact. Dernière situation de fait, on a Maria qui loue un appartement avec son conjoint Hassan. Et depuis quelques semaines, Hassan boit beaucoup, il s'enivre presque chaque soir, puis il devient violent avec Sophie. Il la pousse quand les meubles, la gifle, lui donne des coups de pied au ventre. Elle a même subi des attouchements sexuels non désirés à quelques reprises. Elle veut se séparer de Hassan et quitter son logement le plus rapidement possible. Est-ce qu'elle peut quitter en remettant un formulaire N15? Absolument. Particulièrement dans un cas où l'agresseur est encore à la maison. Oui, elle peut quitter en remettant le N15. Quel document est-ce qu'elle peut remettre avec le formulaire N15 dans ce cas-ci? Alors, dans ce cas-ci, euh, il n'y a pas eu de procédure criminelle ou de procédure familiale entamée contre Hassan jusqu'à date. Donc, la seule option de Sophie, ça serait de remettre le formulaire de la CLI, donc la déclaration de la victime, parce qu'il n'y a pas eu de ordonnance selon l'article 810, qui est le peace bond, puis il n'y a pas eu d'ordonnance pour la famille non plus. Mais elle peut quand même quitter. Alors, voici, merci de votre participation. En passant, ici, il y a une liste de ressources avec des numéros importants. La ligne contre les agressions, Femmes Aide, Jeunesse J'écoute, la ligne de crise pour les survivants de sexe masculin, la ligne d'aide aux victimes pour les personnes âgées, la ligne d'assistance pour les services sociaux communautaires, le 211, puis le Talk for Healing Helpline for Indigenous Women. Ça, c'est un service en anglais seulement, mais c'est disponible là. Aussi une liste de ressources pour des différents liens pour des services communautaires, dont Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, Aide juridique Ontario, Family Service Ontario, l'Ombudsman de l'Ontario, puis il y en a plusieurs d'autres. Il y a aussi des ressources et services nationaux ici. Pour les refuges, la ressource que je parlais de tantôt, c'est hébergementfemme.ca. Puis il y a une carte interactive où on peut mettre notre adresse, puis des différents filtres, par exemple, si on amène des animaux de compagnie, des choses comme ça, pour trouver des hébergements chez elles. Pour les jeunes adultes, Jeunesse J'écoute, c'est toujours une bonne ressource. Pour les personnes autochtones, il y avait Talk for Healing, mais il y a aussi la ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être. Il y a aussi une séance de clavardage en ligne pour ce cas-là. Pour les aînés, il y a le Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement. Et finalement, si jamais on a besoin de l'aide juridique, il y a le site web de l'aide juridique. Il y a aussi des renseignements sur les lois relatives à la violence familiale, le type d'aide qui est disponible pour les victimes sur la page web qui est disponible ici. Alors, je vous remercie grandement de votre participation, puis de passer votre